Si je vous dis F1, ce qui va vous venir en tête, ce sont les voitures et les pilotes. Et pour les pilotes, on se souvient de ceux des 2 ou 3 dernières années, de ceux qui sont montés sur un podium, de ceux qui ont gagné ou de ceux qui sont champions. Mais il ne faut pas oublier tous ces pilotes qui n'ont peut-être pas marqué l'histoire de ce sport, mais qui ont quand même participé. Du coup, j'ai envie de m'intéresser à tous ces pilotes qui ont quitté la Formule 1. Qui étaient-ils? Comment s'est passée leur carrière? Que sont-ils devenus? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle émission. Pour commencer, je vous propose que l'on s'intéresse aux pilotes qui n'ont jamais rebondi après leur expérience chez Toro Rosso, ex-nom d'AlphaTauri, qui lui-même est l'ex-nom de Racing Bull. Et j'ai été surpris, mais il n'y a pas autant de pilotes que ce que je pensais, même si 6 c'est déjà pas mal. Red Bull a la réputation d'être une équipe très exigeante envers ses pilotes. La stratégie de l'équipe est simple, les meilleurs jeunes en formule de promotion rejoignent l'équipe B de Red Bull. Les meilleurs sont alors promus chez Red Bull et les autres sont remerciés pour laisser place à d'autres jeunes. Vous répétez ce schéma et vous avez le fonctionnement de la filiale Red Bull depuis 2006 à aujourd'hui, à 2 ou 3 exceptions près. Mais cette exigence était selon moi son paroxysme lors des années Toro Rosso. Sans plus attendre, démarrons avec notre premier pilote. Scott Speed. Né le 24 janvier 1983, l'américain Scott Speed fait ses débuts en karting à l'âge de 10 ans, puis passe à la monoplace à partir de 2001 où il remporte le championnat US format Russell. Alors, je suis pas sûr, mais je pense que ça n'a rien à voir avec George. Fin 2002, Speed se fait repérer par Red Bull et prend part au championnat 2003 de Formule 3 anglaise. Championnat qui s'arrêtera vite pour l'américain après qu'on lui ait détecté une maladie grave au niveau de l'intestin. Speed retrouve les chemins du circuit en 2004, en participant et gagnant les championnats allemands et européens de Formule Renault. Il rejoint alors en 2005 le championnat de GP2 où il termine deuxième, tout en assurant le poste de 3ème pilote pour Red Bull. 2 prestations qui lui ouvriront les portes de la F1 en 2006, où il rejoint la naissante écurie Toro Rosso comme titulaire. Malgré 0 points inscrits, les performances sportives de Scott Speed apportent beaucoup de satisfaction à l'écurie et à Red Bull, étant donné que ses performances sont proches de celles de son coéquipier. Mais pour autant, Toro Rosso tarde à officialiser la titularisation du pilote pour 2007, la faute à un manque de professionnalisme selon les têtes pensantes de l'écurie. Un mois avant le début de la saison, Speed est bel et bien confirmé comme titulaire pour 2007, une saison qu'il ne finira pas. Malgré des performances toujours proches de son coéquipier, le climat est tendu chez Toro Rosso, où Frank Tost et Gerhard Berger, les 2 hommes à la tête de l'équipe à l'époque, ne cachent pas leur envie de voir Sébastien Bourdet et Sébastien Vettel dans leur équipe la saison prochaine. Le climax arrive lors du GP d'Europe où, après être sorti de la piste, une altercation éclatera entre Tost et Speed, lorsque ce dernier est revenu au stand. Il est alors décidé que l'américain sera viré de l'équipe, pour laisser sa place au jeune et prometteur Sébastien Vettel pour la fin de la saison. Scott Speed quitte donc la Formule 1 après un parcours bref et un peu anodin. Si enfin tu courses disputées, il n'aura marqué aucun point. Bon après, il faut dire qu'à l'époque, seuls les 8 premiers marquaient des points. Malgré son éviction de chez Toro Rosso, Speed est toujours soutenu par Red Bull. Il disputera en 2008 des sous-divisions du NASCAR, avant de rejoindre le championnat phare en 2009. Championnat dans lequel il restera jusqu'en 2013, malgré son éviction de chez Red Bull en 2010. Mais c'est durant l'année 2013 que le meilleur commence pour lui. En 2013, il prend part pour la première fois au championnat de rallycross, où il parvient à remporter 2 victoires et à finir 5ème du général. Et le rallycross lui réussit bien, car il parviendra durant toute sa carrière à remporter 19 courses et à glaner 4 titres de champion. Et histoire d'être complet, Speed a pris part à 4 courses lors de la saison 2014-2015 de Formule E, venant même se rappeler en bon souvenir de tout le monde en montant sur un podium. Après des débuts prometteurs, il a fallu du temps à Speed pour voir sa carrière décoller, mais finalement bien se dérouler. Sébastien Bourdet. Né le 28 février 1979, au Mans pour être précis, Sébastien Bourdet est le fils de Patrick Bourdet, passionné et même pilote de course automobile. Comme tous les jeunes qui ont un jour rejoint la F1, Bourdet commence par le karting en 1991, avant de monter dans une monoplace pour la première fois en 1995. Des formules de promotion où le morceau fait forte impression. Vice-champion de Formule Renault en 97, champion de France de Formule 3 en 99 et champion de Formule 3000 en 2002. Année où Bourdet fera ses premiers tours de roue en Formule 1, étant donné qu'il devient pilote d'essai pour l'écurie Arrows. Non retenu par Renault pour prendre le poste de pilote d'essai, Bourdet décide de quitter le vieux continent pour rejoindre le championnat américain de monoplace, le Champ Car. Alors attention, le Champ Car, ça n'a rien à voir avec l'IndyCar, ce n'est pas son ancêtre, un autre nom, je ne sais quoi, non, c'est vraiment 2 championnats différents. Un championnat où Bourdet va cartonner, car en l'essence de 5 ans et 73 courses, le français remporte 31 victoires mais surtout 4 titres de champion. Des résultats qui lui ouvrent enfin les portes de la Formule 1, mais non sans difficulté. Bourdet discute dans un premier temps avec les patrons de BMW Sauber pour rejoindre l'équipe en 2007, mais sans succès. Fin 2006, il dispute 3 jours de tests pour Toro Rosso, qui le rappellera pour des nouveaux tests privés en juillet 2007. Tests qui vont encourager l'écurie à le recruter pour 2008. Et je me souviens encore de son premier Grand Prix, qui a vu abandonner 15 voitures, dont celle de Bourdet, à 3 tours de la fin, alors qu'il était 4ème. Bon, il s'en tire bien quand même, car il termine 7ème de l'épreuve et parvient donc à prendre ses premiers points en Formule 1, lors de sa première course. De bons débuts certes, mais sans suite, ou tout du moins jusqu'au GP de Belgique, 13ème course de la saison. Parti 9ème, le français fait une très belle course. À quelques tours de la fin, la pluie commence à tomber. Bourdet pendant le pari de ne pas rentrer au stand, il est 3ème à l'entame du dernier tour. Mais malheureusement, c'est mal connaître la Belgique, car la pluie s'intensifie et le français, en souffrant sur ses pneus secs, finira 7ème. Après la Belgique, direction l'Italie, où Bourdet fait une très belle qualif en prenant la 4ème place.
Malheureusement pour le français, sa bonne performance est éclipsée par son coéquipier, étant donné que les GP d'Italie 2008 marquent la première pole et la première victoire de Sébastien Vettel. Bourdet joue en plus de malchance car sa voiture rencontre un problème au départ, le faisant commencer avec un tour de retard. Bourdet termine donc sa première saison avec seulement 2 entrées dans les points, contre 9 pour Vettel. Sachant qu'il arrivait avec une grosse étiquette, ses contre-performances déçoivent l'équipe, et son baquet pour 2009 n'est pas assuré. Ce n'est qu'en février que le français est titularisé pour sa deuxième et dernière saison en Formule 1. Comme en 2008, Bourdet marque des points dès la première course de la saison. Et comme en 2008, ses performances sont moins bonnes que celles de son coéquipier. Bourdet parvient à nouveau à marquer un point lors du GP de Monaco, mais 3 courses plus tard, l'équipe décide de le limoger. Et malheureusement, ça peut se comprendre, Bourdet ne surpassant pas son rookie de coéquipier. C'est donc après 27 départs et 6 points marqués que le français quitte la F1. Le français retrouve très vite un volant. En 2009, il rejoint la Super League Formula, une compétition où s'affrontaient des monoplaces aux couleurs des plus grands clubs européens de football. Compétition particulière qu'il disputera également en 2010. En parallèle, le français retrouve dès 2009 l'endurance et les 24 heures du Mans, course qu'il a disputée à 3 reprises en 99 et 2000 sur une GT2, et en 2007 dans la catégorie Rennes, où il termina 2ème. Entre 2009 et 2021, le français terminera 2 fois second des 24 heures du Mans, 2 fois second des 12 heures de Sebring, course qu'il parviendra également à remporter à 2 reprises dans sa carrière, et enfin il sera également le vainqueur des 24 heures de Daytona à 2 reprises. Et pour terminer sur la carrière monstre de ce pilote, entre 2011 et 2021, le français participera au championnat d'IndyCar, où il a réussi à prendre 3 pôles et 6 victoires. Une riche carrière pour un pilote qui fut souvent sous-coté. Rami Alguersuari. Né le 23 mars 1990, Rami Alguersuari est un pilote espagnol qui débute la monoplace en 2005. Un parcours junior qui commence fort avec un titre de champion d'Italie de Formule Renault Winter Series en 2006 et en 2007. Mais c'est surtout son titre en 2008, dans le réputé championnat de Grande-Bretagne de Formule 3, qui marquera sa carrière en jeune. En 2009, il commence le championnat des World Series by Renault, tout en ayant un poste de réserviste dans les équipes Red Bull. Un championnat de promotion qu'il ne disputera pas jusqu'à son terme, car lors du GP de Hongrie, Alguersuari remplace Sébastien Bourdet pour la fin de la saison, et devient alors le plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1 à l'âge de 19 ans et 4 mois. Après une première demi-saison d'apprentissage et d'erreurs, Alguersuari marquera ses premiers points lors de la saison 2010, à l'occasion du GP de Malaisie, 3ème manche de la saison. Loin de ses concurrentes, la Toro Rosso n'offre que peu d'occasions de marquer des points, et le pilote espagnol ne marque que 5 unités durant toute la saison. Après un début de saison 2011 compliqué et dominé par son coéquipier, Alguersuari se reprend vers la mi-saison, au point de finir avec 26 points, 11 de plus que son voisin de garage. Des résultats malheureusement pas suffisants pour être conservé chez Toro Rosso pour une 3ème saison complète, ce qui met fin à sa carrière en F1. L'Espagnol commente alors les courses pour le compte de la radio BBC, tout en étant pilote d'essai pour Pirelli. En gros, il est là pour tester les composés pneumatiques en vue des saisons suivantes. Alguersuari se relance dans la course auto lorsqu'il prend part au premier championnat de Formule E, lors de la saison 2014-2015 avec l'écurie Virgin. Sur les 9 premières courses, l'Espagnol marquera 30 points. Mais lassé par le sport auto, ayant perdu la passion de la course, Alguersuari prendra sa retraite du sport auto 2 courses avant le terme de la saison, à l'âge de 25 ans. Alguersuari s'est alors reconverti en tant que DJ, on peut le voir mixer de temps en temps à Ibiza. Il aura également enregistré un album de house qui aura atteint le top 10 des ventes d'albums iTunes en Espagne. Une très courte carrière, et aussi une drôle de reconversion pour un pilote qui finalement était dégoûté par son expérience en F1. Sébastien Buemi. Né le 31 octobre 1988, Sébastien Buemi est un pilote suisse qui commence le karting en 1994. Le Suisse prend part à son premier championnat de monoplace en 2004 en participant à la Formule BMW. Après une 3ème puis seconde place au général, il rejoint la Formule 3 européenne en 2006. 12ème lors de sa première année, il finit second en 2007, avant de partir pour l'Asie et le championnat de GP2 Continental où il finit second. Fin 2007, Buemi devient pilote d'essai chez Red Bull et fait ses premiers tours au volant d'une Formule 1 cette même année. Durant l'hiver 2008 et 2009, Buemi enchaîne les séances privées avec Red Bull et Toro Rosso, équipe qu'il rejoindra en tant que titulaire pour la saison 2009. Des débuts de qualité, étant donné que Buemi réussit à marquer ses premiers points lors de son premier Grand Prix. Le Suisse réussira à marquer en tout 6 points, de quoi éclipser ses coéquipiers Bourdet et Alguersuari. Comme dit plus tôt, Buemi réussit à prendre le dessus en 2010, avec 4 entrées dans les points. Une saison pour le Suisse marquée par une très grosse frayeur lors du GP de Chine, où sa voiture, et plus particulièrement les roues, l'ont littéralement lâché. On en a déjà parlé, mais malgré cette entrée dans les points, Buemi se fait battre en 2011 par Alguersuari. Faute de bons résultats, en tout cas selon les critères d'Helmut Marko, responsable de la filière jeune de Red Bull, Buemi ne sera pas conservé comme titulaire, et prendra un poste de pilote essayeur / pilote de développement chez Red Bull, poste qu'il occupe encore en 2024. Sa carrière en F1 s'arrête ici, mais le meilleur commence pour lui. Dès 2012, il rejoint Toyota en endurance, championnat où il obtient des résultats de haute volée, avec 4 titres de champion d'endurance, 3 titres de vice-champion et 4 victoires lors des mythiques 24 heures du Mans. 4 victoires accompagnées de 5 autres podiums. En plus du WEC et de son poste chez Red Bull, Buemi participe au championnat de Formule E dès sa création. Il prendra dans cette catégorie le titre lors de la saison 2015-2016 et finira vice-champion à 3 reprises.
en plus de contribuer à l'obtention de 3 titres constructeurs. Pour moi, Buemi, c'est un peu un symbole de tous ces pilotes qui roulaient en Formule 1 dans une équipe de milieu ou de fond de peloton, et qui finalement se sont révélés une fois qu'ils ont quitté le monde de la F1. Et le prochain pilote dont on va parler ne va pas me contredire. Jean-Éric Vergne. Né le 25 avril 1990, Jean-Éric Vergne, dit Gev, est un pilote français qui fait ses débuts en karting en 2000, avant de rejoindre les championnats de monoplace en 2007. Des formules de promotion où Gev se fait remarquer. Champion de la Formule Campus Renault en 2007, vice-champion de Formule Renault 2.0 en 2009, champion du réputé championnat de F3 britannique en 2010 et vice-champion du championnat de Formule Renault 3.5 en 2011. Pour ce qui est de la F1, Gev effectue ses premiers tours d'Euro lors de 2 jours d'essai à Abu Dhabi en 2010. En 2011, il prend part à 3 séances d'essai libres, où il fait forte impression face à Buemi et Alguersuari. Et à la fin de la saison, il prend également part aux 3 jours d'essai dédiés aux rookies. Et au volant de la Red Bull, il réalise même le meilleur temps des 3 journées. La consécration arrive donc en 2012, lorsque Gev devient pilote titulaire pour Toro Rosso, aux côtés de Daniel Ricciardo. Vergne marquera ses premiers points dès la seconde manche en Malaisie. Parti 18ème en pneu intermédiaire, à cause d'une piste humide, Gev fait preuve de tout son talent en étant classé 7ème lorsque la course est interrompue au 9ème tour, au vu d'une pluie toujours plus importante. Une belle remontée, étant donné qu'il était le seul pilote à ne pas avoir troqué ses pneus intermédiaires pour des pneus pluie. Une sacrée performance donc. Finalement, le Français terminera cette jolie course à la 8ème place. Sauf en frappe et de malchance, Gev réussira à marquer 4 fois des points durant sa première saison, en finissant à chaque fois 8ème. Avec 16 points, Vergne devance Ricciardo, alors que ce dernier est plus expérimenté vu qu'il avait réalisé 11 courses avec HRT en 2011. En 2013, Gev progresse. Il réussit à atteindre pour la première fois la Q3, mais surtout, il termine 6ème lors du GP du Canada, soit le meilleur résultat de l'équipe depuis leur extraordinaire saison 2008. Mais d'un point de vue comptable, Gev fait moins bien qu'en 2012, avec seulement 3 entrées dans les points et 13 points marqués, soit 7 derrière son coéquipier. Des résultats probants, mais irréguliers. Et c'est à cause de ça que Ricciardo est préféré à Vergne pour remplacer Weber parti à la retraite. De plus, Horner justifie son choix du fait que Ricciardo avait plus d'expérience. Retenez bien cette information, c'est important. Gev remplit pour une 3ème saison, marquée dès le début comme la saison de la dernière chance, quand on voit le parcours de ses prédécesseurs. Il est impératif qu'il devance son jeune équipé Kvyat, et doit se méfier des jeunes Sainz et Verstappen qui attendent qu'une chose, prendre sa place. Malgré de gros problèmes de fiabilité à cause de son moteur Renault hybride, Vergne fait sa meilleure saison. Il termine 13ème du championnat, rentre 7 fois dans les points pour inscrire un total 22 points, soit 14 de plus que son coéquipier. Et alors que Vettel annonce son départ pour Ferrari, tout le monde voit Vergne prendre sa place. Mais c'est finalement Kvyat qui aura le second baquet Red Bull, Horner indiquant qu'il préférait donner sa chance aux jeunes. En 2013, Red Bull favorise l'expérience, et en 2014, il favorise la jeunesse. Autant dire que c'est 2 décisions paradoxales qui font comprendre une chose, Gev n'était pas bienvenu chez Red Bull. Vergne le dira lui-même, il avait un tempérament exécrable lors de ses 3 saisons en Formule 1. Il avait la grosse tête, était très renfermé et peu souriant. Je me souviens aussi à titre personnel qu'à chaque fois qu'il venait en interview, on l'entendait se plaindre ou on l'entendait râler. Tout cumulé, on peut comprendre que Red Bull ne voulait pas travailler avec le français. Et l'histoire ne s'arrête pas là, car Vergne est même dégagé de chez Toro Rosso. N'ayant pas prévu l'éventualité de se faire virer par Red Bull, toutes les portes de la F1 sont fermées pour Gev, mettant fin à sa carrière de titulaire en Formule 1 après 58 départs et 51 points marqués. En discussion avec Andretti Autosports pour un volant en IndyCar pour 2015, il se voit offrir une opportunité de rouler pour cette équipe en décembre 2014, mais à l'occasion d'une course de Formule E. Il abandonnera mais marquera tout de suite les esprits en prenant la pole position. Gev commence 2015 comme pilote essayeur chez Ferrari, dans l'objectif de rejoindre Haas pour l'arrivée de l'écurie américaine en 2016. Une candidature soutenue par son patron Michael Andretti, qui l'engage pour l'année 2015 en Formule E. Finalement non retenu par Haas, Vergne quitte Ferrari et le monde de la F1 en 2016, et continue son parcours en Formule E. Un parcours rempli de succès avec ses 2 titres de champion. A noter que Vergne a également pris le départ des 24 heures du Mans à 4 reprises en catégorie LMP2. Un parcours en endurance qui prend un autre tournant en 2023 étant donné qu'il rejoint l'équipe Peugeot dans la catégorie Rennes. Et pour terminer cette vidéo, il nous reste un pilote à aborder. Un pilote qui a eu un parcours un peu bosselé. Brendan Hartley. Né le 10 novembre 1989, Hartley est un pilote néo-zélandais qui commence la monoplace dès l'âge de 13 ans, en participant à la Formule Ford Festival de Nouvelle-Zélande qu'il remporta cette même année. Après 3 années en Formule de promotion néo-zélandaise, Hartley rejoint l'Europe en 2006 et le championnat de Formule Renault. C'est en 2007 qu'il rejoint le gérant Red Bull, où il sera viré 3 ans plus tard, en 2010 donc. Et ça peut se comprendre malheureusement. Le pilote néo-zélandais manque cruellement de résultats en 2009 et 2010. Au moins, il aurait eu le temps de participer à quelques séances d'essai avec Toro Rosso et Red Bull durant son court passage. Malgré qu'il soit lâché par la marque au taureau rouge, il continue de tenter sa chance en formule de promotion, mais en vain. Sa carrière prend un tout autre tournant en 2012, lorsqu'il décide de se lancer en endurance. Après une première année en LMP2, il rejoint dès 2013 la LMP1 avec l'équipe Porsche,
qui, je le rappelle pour ceux qui ne suivent pas le WEC, est une très grosse équipe. Une équipe qui veut lui permettre d'être 2 fois champion du monde en 2014 et en 2017. Quant à la course phare de l'endurance, les 24 heures du Mans, Hartley finira 2ème en 2015 et remportera l'édition 2017. Et du côté de chez Toro Rosso, 2017, c'est la merde. Alors que Kvyat est à la ramasse et Red Bull compte bien s'en débarrasser, Sainz quant à lui s'apprête à rejoindre l'écurie Renault avant même la fin de la saison, et en réserve, il n'y a que Pierre Gasly comme pilote susceptible de rejoindre la F1. Red Bull décide donc de rappeler Hartley pour terminer la saison de 2017 et participer à celle de 2018. Alors que pour rappel, il s'est fait virer de l'académie en 2010 et n'a pas roulé en monoplace depuis 2012. Donc bon, faut pas être surpris mais les résultats ne sont pas là, et c'était prévisible. Le néo-zélandais n'inscrit que 4 points là où Gasly en marquera 29. À part un accident avec Stroll au Canada, aucun moment ne me vient en tête. Logiquement non reconduit pour 2019, Hartley suit les pattes de Kvyat et Vergne et prend un rôle de pilote de développement chez Ferrari. En plus de ça, il rejoint Geos Dragon en Formule E, il ne prendra que 2 points en 5 courses. Mais surtout, il reprend sa carrière en endurance. Après un bref retour en 2019 chez SMP Racing, il rejoint l'écurie Toyota où il enchaînera les bons résultats avec 2 victoires au Mans et 2 titres de champion du monde d'endurance. Hartley, c'est donc un autre visage du sport auto. On peut être un bon pilote en course auto, sans être un bon pilote en monoplace. Force est de constater que tous les pilotes que l'on a vus aujourd'hui, plein de talent en sport auto, n'ont pas eu la carrière qu'ils méritaient en F1. Faute de temps, faute de résultats, mauvais timing, ou le mauvais niveau de l'équipe sont 4 raisons qui peuvent coûter une carrière en Formule 1. Une catégorie où seules 20 places sont disponibles à des niveaux variés. Mais Speed, Hartley, Vergne, Buemi et Bourdais prouvent qu'il n'y a pas que la Formule 1. Il y a plein d'opportunités ailleurs qui permettent à des pilotes de montrer leur plein potentiel et de remporter ce qui leur était impossible en Formule 1, des victoires et des titres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Alors je sais qu'il y a déjà eu des vidéos un peu similaires qu'on peut retrouver sur YouTube, mais voilà, je vais essayer d'aborder le sujet qui me tient énormément d'une manière un peu différente. Bon, vous connaissez la chanson, hein, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à la partager autour de vous. Pour moi qui suis une petite chaîne, ça aide énormément ce genre de petits gestes. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Alors la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera sur un jeu Game Boy, un jeu Pokémon, mais qui n'est pas un Pokémon bleu ou Pokémon jaune, vous verrez. Et sinon la prochaine vidéo qui parlera de Formule 1, ce sera celle d'après. On parlera d'une équipe disparue dans les années 2010. Enfin, apparue et disparue dans les années 2010. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu la F1, vous avez maintenant une chance sur 3. Sur ce, j'espère vous dire à bientôt. Salut!